Bonjour, nous sommes le 2 septembre 2024 avec une excellente journée. D'habitude, quand on rentre au mois de septembre, bon, bah, on voit déjà s'assombrir le ciel et les températures diminuer. Bon, il fut un temps où les mois de septembre étaient de la sorte, c'est-à-dire avec une chute des températures et voilà, la clarté qui diminuait, on le ressentait fortement. Ici, en tout cas, il fait bon. On pourrait croire qu'on est au mois de euh, toujours au mois d'août. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas très éloigné du mois d'août. Donc, on n'est qu'à voilà, deux jours, parce que bon, 1 et 2, on a 2 jours du mois d'août. Et donc, on a une ressemblance à voilà, ce qui pourrait être un jour d'août. Et un jour de fin août, généralement, il ne fait pas si bon. Mais ici, franchement, les températures se sont rehaussées. Et on dénote, je veux dire, un très beau. Bon, des températures chaudes. Bon, le ciel, je ne veux pas dire qu'il est complètement azuré, mais bon, on peut dire que on peut s'en contenter de se dire bon, qu'il y a des petits nuages blancs. Mais je veux dire, c'est vraiment un excellent jour de septembre. Je vais voir ici une suite qui est l'inverse, un inverse. La suite inverse, la suite des inverses. La suite des inverses. Je m'excuse. Alors tout d'abord, avant toute chose, qu'est-ce que c'est qu'un inverse? Ben, quand vous prenez un nombre, par exemple, je vais prendre 3, ben, l'inverse c'est voilà, la fraction de 3. Alors je rappelle que 3, en fraction, 3 c'est un nombre entier. On peut mettre en fraction. Si je mets en fraction, c'est 3 sur 1. Voilà, donc si j'inverse le 3 sur 1, le 1 devient, le 3 est numérateur, le 1 est dénominateur, ben, il deviendra, le 1 sera toujours numérateur et le 3 dénominateur. Alors si je prends 2, l'inverse de 2, si je mets en fraction c'est 2 sur 1, l'inverse de 2 c'est 1 demi. Voilà. Et ainsi de suite, si je prends 5, l'inverse de 5 c'est un cinquième. L'inverse de moins 6 c'est moins un sixième. L'inverse de moins 10, moins un dixième, et ainsi de suite. Bon, maintenant, si je prends 5 demi, c'est une fraction. Si j'inverse la fraction, ça fait 2 cinquièmes. Si je prends moins 3 septièmes, l'inverse c'est moins 7 tiers. Attention que ne pas confondre l'opposé et l'inverse. Hein. Si vous avez un signe moins, il reste moins. Le nombre doit rester négatif. Hein. S'il est négatif, il doit rester négatif. S'il est positif, ben, il doit rester positif. Pas confondre avec l'opposé, ou l'opposé de moins 3, ben, ça fait plus 3, ça n'a rien à voir. L'opposé de moins 6, ça fait plus 6. Ne pas confondre un inverse et un opposé. Alors, d'où viennent ces notions d'inverse et d'opposé? Elles viennent des structures algébriques. Alors, qu'on appelle des symétriques. Ce qu'on appelle des symétriques dans des opérations. Alors, si je prends l'opération fois, le symétrique est l'inverse. Si je prends l'opération plus, le symétrique est l'opposé. Ne pas confondre une multiplication d'une addition. Alors, l'inverse, dans la loi multiplicative, le neutre, c'est 1. Le neutre, c'est 1. Par exemple, vous allez faire 4 fois 1, mais ça reste neutre, c'est toujours 4. Vous faites 10 fois 1, ça fait toujours 10. Vous faites moins 25 fois 1, c'est moins 25. Quel que soit le nombre A appartenant bon, à R, hein, bien, si vous faites A fois 1, c'est toujours A. Voilà. Et c'est de là que descend cette notion d'inverse, c'est que si vous multipliez deux nombres que je vais appeler A et A', 1,
un nombre multiplié par lui-même donne 1, ben, c'est son symétrique. Le A' est symétrique. Et le symétrique est dénoté l'inverse, 1 sur A'. Alors, on ne fait pas ça comme ça directement, justement, dans les égalités. Comment on va écrire ça? On va écrire A fois l'inverse de A, bon, que je peux mettre 1 sur A', c'est 1 fois 1 sur A'. 1 fois 1, ça fait 1, on aura 1 sur A'. Donc l'inverse de A, c'est 1 sur A'. L'inverse de A', c'est 1 sur A. Le symétrique de A, c'est 1 sur A'. Voilà. Et le A', c'est A. Hein. Voilà, A', c'est A. Voilà, parce que si je mets ça en équation, je vais mettre ça en équation, je vais rechercher le X. A fois X égale 1, que vaut le X? X vaut 1 sur A. Alors bien sûr, c'est quel que soit A appartenant à R sauf 0, parce que une fraction nulle, enfin, un nombre 1 sur 0, ça fait l'infini. C'est une tendance infinie. Il n'y a pas de valeur qui fait 1 sur 0. Voilà, c'est une tendance, là c'est plutôt une tendance infinie. Donc 1 sur 0, il n'y a pas de valeur qui fait 1 sur 0. Donc il faut exclure le 0. Donc quand vous écrivez un inverse, l'inverse doit être différent de 0. Parce que là, 0 n'a pas d'inverse, si vous voulez. 0 n'a pas d'inverse. Alors, concernant les plus, on a le neutre, c'est l'opposé. Parce que si vous faites 5 plus 0, ça fait 5. 10 plus 0, ça fait 10. Moins 10 plus 0, ça fait moins 10. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que c'est que le neutre? Enfin, le neutre n'agit pas sur l'opération. Le neutre n'agit pas sur l'opération. Donc, par exemple, je prends A plus 0, ça fait A. Alors, sachez qu'un nombre que j'appelle A plus A', plus symétrique, donnera le neutre. J'additionne un nombre plus son symétrique, ça fait le neutre. Et ici, vous voyez que le symétrique, ça va être l'opposé. Si je prends x, A' égale x, voilà, vous trouvez que x égale moins A. Tout comme tout à l'heure, l'équation, on avait A fois A' égale 1. A, je considère x, je recherche le A', ben vous allez avoir 1 sur A. Alors n'oubliez pas de multiplier par 1 sur A, à gauche et à droite. Là, vous allez avoir 1. Une fois x, ça fait x, et vous allez avoir x égale 1 sur A. Alors ici, vous allez faire bien sûr... Bon, il faudrait être complet. Si je veux le faire complètement, je vais le faire à droite et à gauche. Hein. Ça doit être valable à droite et à gauche. Je vais le faire pour l'inverse. Je m'excuse. Alors, pour l'inverse, A fois A' égale 1. Je vais faire la même chose. A' fois A égale 1. Donc, je vais multiplier. Je considère que A' c'est x. Je recherche le A'. Hein. Bon, soit vous multipliez par ici, alors vous pouvez multiplier comme ceci. Peu importe. Bon, ça reste la même chose. Alors 1 sur A, 2 inverses, ça fait 1. Multiplier 2 inverses, ça fait 1. Ça produit le résultat 1. Et donc là, fois x égale 1. Donc ceci, ça fait déjà 1. Une fois x. Ouais, attention qu'ici, je me suis trompé. Je me suis trompé. Puisque ici, le A, j'ai multiplié par 1 sur A. Voilà. A fois 1 sur A, ça fait 1. Et une fois x, ça fait 1. Ici, ça fait, ceci, c'est 1 sur A. Et une fois x,
ça fait x, x égale 1 sur a. Donc le a', si vous voulez, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et l'opposé, pour le symétrique pour la somme, c'est l'opposé. Voilà. Et donc ici, l'inverse de 3/5, son inverse c'est 5/3. Alors n'oubliez pas qu'il existe une touche dans les machins à calculer qui est l'inverse. C'est x-1. La touche inverse c'est x-1. Ça se trouve sur les machins à calculer. Et donc l'inverse de moins 3/5, c'est moins 5/3. Ça doit rester négatif. Voilà. Et donc c'est ça l'inverse. Bon. Mais ici, c'est encore plus simple que ça. Parce qu'ici, on doit juste inverser un nombre entier. C'est très facile d'inverser un nombre entier. Alors pourquoi un nombre entier? Parce qu'on va faire une suite. On va faire une suite. C'est-à-dire que je vais créer une fonction, une espèce de fonction particulière. Hein. Bon, c'est une fonction particulière, je vous le dis tout de suite, parce qu'elle n'est pas définie partout dans R. Elle n'est définie que dans N. Et encore ici, comme je ne peux pas mettre le 0 dans le N, cette fonction f est définie dans N, et comme je ne peux pas mettre le 0, ben elle est définie dans N, sauf 0, où l'écriture peut s'écrire aussi N0, ou si vous voulez, encore une fois, N star. Voilà, bon, je vais écrire N star, c'est la même chose, c'est trois écritures identiques. Ça veut dire que ce sont les entiers, tous les entiers, sauf 0. Bon, je vous rappelle que l'ensemble des entiers, c'est 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Vous voyez qu'ici, je dis et ainsi de suite, hein, parce que ça, voilà, vous additionnez plus 1 à chaque fois. Voilà, on additionne plus 1 au suivant. Plus 1, plus 1, plus 1, et ainsi de suite. Bon, et ça, c'est n. Alors, le n star, ben, vous enlevez le 0, tout simplement. Donc, le n star sera 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc, on peut mettre, bien sûr, ça, bon, on peut mettre dans un ensemble qui est n star. 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Ça, c'est n star. Voilà, donc vous avez, elle est définie à partir d'un n. Alors ici, on ne parle pas de x. Pourquoi? Parce que généralement, x, c'est une variable dans R. En général, x appartient à R. X appartient à R. Alors, si vous voulez parler dans n, on parle plutôt de n. N appartient au naturel. Ben, ici, comme voilà, le domaine. Alors, je rappelle que le domaine, c'est les valeurs prises par la fonction. Hein. C'est les valeurs prises par une fonction f qui est définie de R vers R. Par exemple, voilà, une fonction définie dans de R vers R. Ici, vous avez x, y. Ici, je suis à une fonction à deux variables, dont une indépendante et l'autre dépendante. Et donc ici, on ne prend pas le de x. On ne prend pas la variable x parce que x, généralement, c'est pour une variable dans R. Voilà. Et alors, bien sûr, on peut définir dans les complexes ou dans les réels, bon, la suite. Mais ici, c'est une suite réelle. Qui fait correspondre quoi? À n fait correspondre l'inverse de n. L'inverse de n. Voilà, donc, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, moi, je vais créer aussi la fonction qui va de R star, qui est R0, vers R, qui est de x vers 1 sur x. La fonction, c'est 1 sur x. Je vais faire les deux, comparativement, mais justement pour voir. Voilà. Alors, comment cette d'abord description de suite. Alors, ça se dit les uns à la suite des autres, parce que ça se suit. Tout comme le domaine va se suivre d'office, hein, parce que là, on va passer de 1 à 2, à 3, à 4, voilà, et on va étudier pour une tendance, je vais dire, qu'est-ce qui va se passer quand on va s'éloigner avec une tendance infinie. Bon, ça c'est pour la valeur de n.
Voilà. Quant à la valeur de 1 sur n, ben, c'est un inverse. Si, comme on additionne plus 1, ben, l'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de 2, c'est 1 demi. Voilà, donc c'est-à-dire que le dénominateur va changer de plus 1. Alors, le numérateur restera toujours 1. Puis un quart, puis un cinquième, et ainsi de suite. Bon, la première chose à voir là-dessus, c'est que, bon, on a des suites qui font un peu n'importe quoi. Une suite, je vous rappelle que c'est des points. C'est des points, parce qu'on n'est pas défini dans R. Hein. Entre 1 et 2, il n'y a pas de valeur. Hein. Voilà, c'est ça la différence. Donc, il y a un point en 1, un point en 2, un point en 3, un point en 4 et un point en 5, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est des points. Alors ici, 1 sur 1, c'est la plus grande valeur. On part d'une valeur 1, puis on aura un demi, puis un tiers, puis un quart, et ainsi de suite. Et vous allez voir que bon, c'est comme la fonction inverse, on aura une tendance asymptotique vers 0. Bon. Alors, avant toute chose, bon, vous aurez compris que 1 est plus grand qu'un demi. Hein. Voilà, un demi, c'est le partage de 1 en 2. Alors, un tiers, c'est le partage de 1 en 3. Un quart, c'est le partage de 1 en 4. Donc, ce qui veut dire que le 1, ici, on le divise par 2. Voilà, on a divisé le 1 par 2. D'ailleurs, 1 divisé par 2. Je reprends le 1, je le divise par 3, j'ai un tiers. Donc, on a bien 1 partagé en 3, puis 1 partagé en 4. Mais le 1 partagé en 2 est plus grand que le 1 partagé en 3. Ben, si vous devez manger une tarte, par exemple, ben, si vous avez... vous découpez en 5 morceaux, vous aurez qu'avoir un cinquième. Donc c'est un petit morceau. Si maintenant on découpe en 2 parties, vous allez avoir un plus gros morceau de tarte. Donc ce qui veut dire qu'un demi est plus grand qu'un tiers, est plus grand qu'un quart, est plus grand qu'un cinquième. Ça veut dire qu'on a une suite décroissante. Elle est au niveau de la monotonie, la suite est strictement décroissante. Alors, donc on a un terme général qui est UN. Et on étudie bien sûr la suite UN. UN avec une tendance, avec sa tendance. Alors, à une suite, deux choses peuvent lui arriver, et uniquement deux choses, soit elles convergent, soit elles divergent. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une suite? C'est une suite à terme réel ou complexe, parce que ici c'est à terme réel puisque c'est un inverse d'un nombre entier, qui est un entier, qui est un nombre réel. Un demi c'est un nombre réel. Un tiers est un nombre appartient à R. Donc tout nombre qui va s'inscrire 1 sur A, en partant de A qui est entier, non nul, ben, on aura 1 sur A qui appartient au réel. Et donc c'est une suite réelle. Bon, on peut avoir aussi des suites complexes. Donc c'est l'image ordonnée d'une fonction f. Donc tout va se faire dans l'ordre. Pourquoi? Mais déjà, à la base, qu'est-ce qui est dans l'ordre? Il y a un mécanisme d'ordre qui est le n. Le n, il va valoir 1, 2, 3. Bon, je l'ai mal fait ici, mais bon, ici, il faudra mettre. Voilà, il y a un mécanisme d'ordre qui est le n. Alors, le n va commencer non pas en 0. Celui-là, on ne le prend pas. On va commencer en 1. Oui, attention que celui-là, je le prends. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. 5, bon. Voilà, ça c'est le n. Alors, le 1 sur n, lui, pour 1, on va lui associer 1 sur 1. Pour le 2, on va lui associer un demi. Pour le 3, on va lui associer un tiers. Pour le 4, on va lui associer un quart. Pour le 5, on va lui associer un cinquième. Et je dirais ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc ici, est-ce qu'il y a quelque chose d'ordonné? Est-ce que je peux parler d'ordonnancement? Bon, j'aime pas le mot là, ordonnancement, mais enfin bref. Est-ce qu'on a quelque chose d'ordonné ici? Oui, de facto, il sera toujours ordonné. Toujours. Et on étudie les tendances en l'infini. Voilà, qu'est-ce qui se passe en l'infini? Bien sûr, l'image. C'est l'image qui nous intéresse. Voilà. Comment évolue l'image? Donc ici,
Est-ce qu'on a quelque chose d'ordonné? Ben, ça dépend, justement. Voilà, généralement, une suite à terme réel ou complexe est l'image ordonnée d'une fonction f. Donc, c'est ça qu'on appelle une suite. Parce que une suite qui fait n'importe quoi, c'est pas... Est-ce que il y a un sens à étudier une suite qui fait n'importe quoi? Enfin, je peux même pas parler de suite parce qu'elle fait n'importe quoi. Je veux dire des valeurs qui... Je veux dire des valeurs qui se suivent, mais qui font n'importe quoi. Est-ce que ça a un intérêt? Un intérêt, bon. Bah oui, parfois on le fait. On peut le faire. Mais en général, on étudie des suites, je veux dire, ordonnées, bien que le résultat final de la tendance n'existe pas ou est infini. Nous, ce qu'on recherche, c'est sa tendance si elle vaut une valeur. Une valeur. Voilà. Donc, alors ceci, bien sûr, on ne le place pas comme ça. Comme on le place, ben, on va le placer comme on fait avec les fonctions. C'est-à-dire qu'il y a deux valeurs qui sont liées. Comment va-t-on les lier? On va lier en prenant un n là on aura 1 sur n, on va prendre n. Alors pour 0, ça n'existe pas, je vous l'ai dit. Pour 1, ça fera 1. Pour 2, un demi. Pour 3, un tiers. Pour 4, un quart. Pour 5, un cinquième. Et ainsi de suite. Donc on a ce qu'on appelle une tendance asymptotique. Et donc là vous voyez qu'elle est convergente vers 0. Elle va converger vers 0. Alors comment étudier justement cette convergence? Alors avant toute chose, je répète ce qu'est. Alors ici j'ai pas besoin des négatifs. Hein. Bon, je peux retirer les négatifs comme ceci. Voilà, parce que généralement on étudie les valeurs entières. Les valeurs entières que sont 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Bon, alors je réitère ma définition parce que je ne l'ai pas complètement terminée d'une suite. Une suite à terme réel qui peut être aussi complexe. Hein, c'est pas toujours des suites réelles qu'on a. Alors ici, imaginez, si elle est complexe, voilà, on n'a pas une vue comme ceci. Hein, parce qu'ici, on est dans un plan, on va dire, on est dans un plan euclidien. Dans un plan euclidien où on met un axe x, n et 1 sur n. Bon, et pour les nombres complexes, on n'a pas cet axe-là. On n'a pas cet axe-là. Bien sûr, vous avez compris qu'on a un axe partie réelle, partie imaginaire, qui forme le nombre complexe. Et il est complexe parce qu'il contient une partie réelle. Bon, ça c'est une réalité et une partie imaginaire. Quelque chose qui est complexe, difficile, c'est un nombre qui contient un nombre de la réalité et un nombre de l'imaginaire, de l'imagination. Et là, il est décomplexe, qui est une entité, bien sûr, réelle plus un imaginaire. Alors, la vue du dessin n'est plus comme celle-ci. Donc, il faudra, pour un nombre complexe, il faudra tenir compte, bien sûr, du plan de Gauss, d'accord, mais d'autres choses aussi. Pour associer les valeurs de n au plan de Gauss. Parce que voilà, la vue d'esprit n'est pas comme celle qui est présente ici. Ici, on voit tout de suite qu'on est dans une structure dans n appartenant au naturel. Bien ici, pour l'exemple, ici, c'est n star. Ici, on voit bien qu'on a une structure de n star vers R. On voit bien ça. Parce que si c'était des complexes, on aurait un plan de Gauss. On n'aurait pas un plan comme ça. Avec un axe 1 sur n et n. On aurait autre chose. Une structure d'association qui n'est pas la même. Parce que je vous rappelle que voilà, si vous êtes dans le plan complexe, vous allez passer de
de n, ça je suis d'accord, c'est une structure comme ça, vers un nombre complexe. Et là, c'est le plan de Gauss. L'association n'est pas la même. L'association n'est pas la même. Bon, maintenant, je disais qu'une suite à terme réel ou complexe est l'image ordonnée d'une fonction f définie sur, bien sûr, les naturels ou sur une partie non bornée de n. Une partie non bornée des naturels. Qui est à valeur, bien sûr, dans R ou dans C. Les y sont dans R ou dans C. Voilà. Donc les x sont dans n, mais les valeurs y sont dans R ou dans C. R ou dans C. Eh bien, maintenant, si je veux étudier cette suite, étudier la suite, c'est quoi? C'est de se dire, bon, soit c'est là un sens ou pas. Alors, dire qu'elle a un sens, c'est qu'elle converge. Dire qu'elle a un sens, c'est qu'elle converge. Bon, si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle diverge. Quand est-ce qu'elle converge? Ben, c'est quand on s'est trouvé, voilà, la limite de la suite UN, voilà, enfin la limite, quand n tend vers l'infini, alors c'est toujours n tendant vers l'infini, il n'y a pas de moins l'infini ici, voilà, on va dire ça comme ça, quand n tend vers l'infini, de UN est égal à une valeur. Alors c'est, on est borné à une valeur, il y a une limitation à une valeur qui est un nombre. Là, à ce moment, on va dire qu'il y a un sens à l'étudier, bon, c'est-à-dire qu'elle converge. Maintenant, diverger, c'est quand on ne sait pas étudier, on ne sait, la limite, quand n tend vers l'infini de un, soit ça n'existe pas, ou soit, bon, c'est l'infini. Là, on va dire qu'elle diverge. Donc, la convergence, voilà, a un sens dans le sens où, je veux dire, on a, dans la sommation, on a une limite. On voit qu'il y a une limite dans la sommation. De la suite, il y a une limite. Alors, comment va-t-on définir, je veux dire... Alors, manipuler R et N, c'est pas la même chose. Hein. Manipuler R, N ou C, c'est pas la même chose. Voilà. En tout cas, pourquoi je dis ça? Parce que dans N, entre 1 et 2, il n'y a pas de valeur. Hein. Bon, il n'y a pas de trou. Par contre, dans R, entre 1 et 2, il existe une infinité de valeurs. Et entre 0 et 1, par exemple, si je prends 0, 1 dans R et 0, 0, 1, il y a ce qu'on appelle voilà, une infinité de valeurs aussi. Peu importe le plus petit nombre que vous allez prendre, ben, il existe toujours une valeur. Donc, parler de limite en un point ben, fait référence à l'étude de la topologie, je veux dire, concernant un voisinage. Il faudra parler de voisinage. Donc, les définitions de limite et les définitions voilà, de convergence d'une suite sont liées au, je veux dire, au voisinage. Alors, pour une suite, on pourrait définir, voilà, comment on appelle ça, la convergence, c'est la limite quand n tend vers l'infini de n est égal à une valeur L, soit appartenant à R ou appartenant à C. Ça dépend si on a une suite réelle à image réelle ou à image complexe. Alors là, elle converge. Bon, mais je vous ai dit que si elle n'existe pas, ou si c'est l'infini, là on va dire qu'elle diverge. Et alors bon, ça, pour définir ça, c'est des notions, je veux dire, c'est des définitions bien particulières. Bon, certaines se disent que c'est des notions topologiques de voisinage. Et bon, certains se suffisent de ces définitions, d'autres pas. Certains se suffisent, d'autres pas. Mais en tout cas, si ces définitions sont données, c'est que, à mon avis, tout le monde
la plupart des personnes qui l'utilisent sont contentes et je veux dire, bon, se disent que bon, c'est suffisant pour définir les choses. Alors cette définition, quelle est-elle? C'est comme celle qu'on retrouve dans les limites, puisque ici, eh bien, justement, c'est une notion de limite. Donc, limite en l'infini donne une valeur L. Voilà. Donc, si vous avez ça dans les fonctions, déjà, limite quand x tend vers, je parle de les fonctions de R vers R, et non pas de suite. Si j'ai y, x, la limite quand x tend vers l'infini, il y a une constante, ça veut dire que on ne peut pas dépasser une valeur, L. Donc ça veut dire qu'on a une asymptote, si vous voulez, horizontale. Parce que l'asymptote verticale, ça limite quand x tend vers plus l'infini, plus, enfin, en une constante A, faut plus l'infini, moins l'infini, à droite ou à gauche, peu importe. Voilà, on étudie à droite, on fait un tableau de signes pour voir si c'est plus l'infini ou moins l'infini, à droite ou à gauche. Voilà, et ça, c'est à la limite quand x tend vers une constante de f de x donne l'infini. Donc là, on a une asymptote verticale, dont l'équation c'est x égale constante. Alors que là, c'est la constante, bien sûr, c'est celle pour laquelle vous avez trouvé, enfin, c'est la valeur de a. Par contre, ici, on aura y égale L. La limite, c'est L. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, c'est des notions de limite, et donc des notions de topologie. Et on a des définitions, je veux dire, qui se suffisent. Elles sont suffisantes pour expliquer beaucoup de choses au niveau de la définition des limites. La limite quand n tend vers l'infini de un égale L, appartenant à R ou à C, je veux dire, ce sont des notions de topologie, quel que soit epsilon positif, donc, quel que soit le nombre, aussi petit soit-il, pour le prendre aussi petit soit-il, il existe un rang qu'on appelle N0, qui lui aussi est positif, tel que si on prend n au-delà de ce rang n0, hein, donc il existe un rang n0 strictement positif, pour lequel si vous prenez un n plus grand que ce rang, ça entraîne d'office que vous avez la valeur absolue de un moins L qui est plus petite que ce nombre, aussi petit soit-il que positif, strictement positif. Donc c'est-à-dire qu'il se trouve, si vous faites un moins L, ici, vous avez retrouvé, je veux dire, un voisinage. un moins L est dans un voisinage. C'est un voisinage. Alors là, je les mets avec la valeur absolue, on peut le mettre avec des intervalles. Voilà. Et donc, n moins L, quel que soit le nombre epsilon, aussi petit soit-il, vous pouvez trouver n moins L qui se trouve dans un voisinage aussi petit soit-il. Aussi petit soit-il. Alors, qu'est-ce que c'est que le un-L? Ça représente la distance dans le plan complexe, si on est dans C. Si on est dans C, bien sûr, parce que si on est dans R, ça représente la distance dans le plan XY, entre UN et L, c'est la distance entre UN et L. Si on est dans les complexes, c'est le module du nombre complexe UN moins L. UN moins L. Voilà. Et donc, ça, cette définition-là, c'est une définition tirée sur base des limites, donc de topologie, et qui se suffit à elle-même. Bon, certaines ne sont pas... alors, bien sûr, cette définition ne permet pas de calculer les limites, hein, je vous le dis tout de suite. C'est juste une définition qui se suffit à elle-même pour, voilà, pour faire référence aux notions de limite, et ici notamment de convergence, puisque la convergence n'est tout simplement que la définition d'une limite en n tendant vers l'infini qui donne L, sachant que, bon, comme on a à faire une suite, n est entier. N est entier. Mais attention que L appartient à R.
Voilà, il y a juste le n qui est... Ici, c'est juste que n est entier ici. Voilà. Voilà. Et donc, ici, bien sûr, il n'y a pas besoin de dire que n est entier, parce qu'on sait bien qu'on a affaire à des suites. Donc, quand on dit un rang n0, lui, il est entier, puisqu'il s'agit d'un n comme d'une valeur, voilà, d'entier. Voilà. Et donc, quand les n et n0 sont tous les deux entiers, parce qu'il s'agit du n là-bas. Du n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et un moins l, lui, c'est un voisinage. Voilà. Un moins l, c'est un voisinage qui est très petit, puisque j'ai considéré qu'à la base, on est très loin, très éloigné. Quand je prends un n0, je vais essayer de le prendre le plus éloigné possible, et je prends un n plus grand que ce rang possible, qui est très éloigné. Très éloigné. Donc en fait, ce qui va faire en sorte que la distance entre un et l, ben, elle est très petite. Le concours à être très petite. En d'autres termes, si je prends... Bon, j'ai une asymptote d'office. L'asymptote que je vais dire, elle est horizontale. Bon, je vais le prendre dans le plan voilà, xy, et non pas des complexes. Si je prends dans le plan des xy, voilà, si on a une suite qui fait ceci, elle converge voilà, vers une asymptote horizontale. Voilà. Là, on a y, là, on a x. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ainsi de suite. 9, 10, et ça continue comme ça, ainsi de suite. Voilà, c'est toutes les valeurs entières. On a un point ici, un point là, un point là, un point là. Un point. Vous voyez qu'elle converge vers une valeur qu'on appelle L. Alors si je prends un rang, si je décide de prendre n0 égale 9, voilà. Ben, si je prends un n, quel que soit le n que vous allez prendre au-delà de n0, enfin, il existe un rang, il existe on va dire, un n0, par exemple je prends 9, tel que si vous prenez un nombre n plus grand, c'est-à-dire je prends 10, 15, 20, 30, 40, 50, du moment qu'il est plus grand qu'un rang donné, eh bien, vous pouvez mesurer l'écart ici. L'écart, il sera toujours beaucoup plus petit. Chaque fois que vous allez prendre un n plus grand que n0, voilà, toujours plus grand, ben, le voisinage va diminuer. C'est un petit peu ça la définition. Donc ça veut dire qu'on va tendre vers L. Le voisinage, voilà, ici le voisinage va se raccourcir. Pour des n plus grands que n0, et plus vous prenez le n grand, et plus le voisinage est beaucoup plus petit. Mais c'est une définition qui se suffit à elle-même. On aura un voisinage qui se raccourcit, mais sans plus, avec une tendance vers L. C'est ce que ça veut dire. Puisque s'il se raccourcit, le nombre devenant très petit quand n devient très grand, ben ça signifie qu'on se rapproche de L sans jamais, je veux dire, le toucher, sans jamais le toucher. Puisque ce voisinage-là, il ne sera jamais nul. Hein. Parce que s'il est nul, ce voisinage, ça veut dire que vous touchez L. Voilà, vous touchez L, il ne sera jamais nul. Donc le epsilon, il n'est jamais nul. Dans la définition, on prend la définition ici, le epsilon, il n'est jamais nul. Parce que ça voudrait dire que vous avez un voisinage qui est nul. Et si le voisinage est nul, ça veut dire que un égale L. Or, on n'aura jamais eu un égale L. On aura un qui s'approche de L. Donc on aura toujours un epsilon existant. On aura toujours un epsilon existant.
Alors ici, la définition, on va dire, elle est reprise à l'inverse. Hein. Ici, on vous dit qu'il existe un voisinage, quel que soit le voisinage aussi petit soit-il, epsilon, il existe un rang n0 positif, tel que si vous prenez un rang plus grand que ce rang n0, ben, un-l est dans ce voisinage-là, qui est très petit. Voilà, la définition mise on va dire, elle est retournée, On va dire ça comme ça. Voilà, ceci étant dit, maintenant, je vais faire l'étude de 1 sur x. La fonction, bien sûr, et pas la suite. Si j'étudie la fonction 1 sur x, vous la connaissez. C'est la fonction, je veux dire, usuelle que vous connaissez comme ceci. Avec une asymptote horizontale en 0, et l'asymptote verticale en 0. C'est-à-dire, l'asymptote horizontale, c'est y égale 0. L'asymptote verticale, c'est y égale 0. Il y a deux asymptotes là-dessus. Donc, si je prends la suite correspondante, en 1, on aura 1. En 2, on aura 1 demi, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ces points-là, ils vont tendre vers 0. Donc, cette suite converge, 1 sur n converge vers 0. La limite, quand x tend vers 1 sur x, quand x tend vers l'infini, ça fait 1 sur l'infini, je vous rappelle que c'est 0. Bon, ça c'est pour la fonction, f. Maintenant, si je fais la même chose avec 1 sur n qui fait correspondre à 1 sur n, la limite quand n tend vers l'infini de 1 sur n, c'est 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, c'est aussi 0. Donc vous voyez que c'est la même image que la fonction. Simplement, on ne prendra pas des valeurs partout pour les x. Maintenant, voyons voir ça pour sur GeoGebra. On a la fonction 1 sur x. Voilà. Je vais chercher ces asymptotes. Asymptote de f. Vous voyez que vous en avez deux, y égale 0. Il vous le dit ici, hein, y égale 0 et x égale 0. Maintenant, je vais chercher la suite correspondante. Alors là, pour la suite, je n'ai plus besoin de, comme je vous ai dit, de la partie gauche et de la partie basse du repère. Donc je pourrais dessiner uniquement sur le premier cadran. Alors sur le premier cadran, comment est-ce que je vais faire? Je vous rappelle que je vais mettre un curseur entier. Alors non nul, attention à ça. L'entier, il est non nul. Je vais commencer en 1. Ici, je commence en 1. Il est non nul parce que je dis que n appartenant au naturel sauf 0. Et je vais dessiner 1 sur n. Voilà. Alors, je vais mettre la coordonnée tout simplement. Donc en n virgule 1 sur n. Je vais faire une trace. Voilà. Bien sûr, je vais faire un zoom pour ne voir que le premier cadran. Le cadran 2, 3 ne m'intéresse pas. Donc, tout va se passer ici. Et encore, voilà, on peut voir. Alors maintenant, je peux lancer les points. Et vous voyez qu'on a une tendance vers 0.
Donc vous voyez que la suite inverse, parce que 1 sur n c'est l'inverse, la suite inverse tend vers 0. Je vous remercie.